Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il se qualifie lui-même de dictateur merveilleux. Il est au pouvoir depuis 33 ans. Il s'appelle Yoweri Museveni et règne en maître absolu sur l'Ouganda. Ce 18 avril, la Cour suprême de son pays a validé un projet de réforme constitutionnelle qui lui permet théoriquement de briguer un 6e mandat en 2021. Mais franchira-t-il le pas? Focus dans ce politicien sur le long règne de l'Afrique de l'Est. Et j'ai pour en parler trois invités, trois de mes analystes. Avec moi, Kevin Maizo, vous connaissez très bien l'Ouganda et son président Yoweri Museveni. Vous êtes de la RDC. On connaît les influences de l'homme sur votre pays, la RDC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Bernard Bikim, l'autre analyste politique, stratégiste. Vous avez une bonne connaissance de la vie politique de ce pays. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai également avec moi l'avocat Brice Nzamba. Vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous n'êtes pas qu'avocat, vous êtes aussi analyste politique, grand observateur de la vie politique des pays africains. Merci. Je vous remercie, d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Ouganda. Oui, on se souvient encore, 26 septembre 2017, une bagarre éclate au sein de l'hémicycle à Kampala. Députés de la mouvance et de l'opposition échange des coups de poing. En cause, un projet de réforme constitutionnelle touchant à la condition d'âge pour briguer un mandat présidentiel. 25 députés de l'opposition sont expulsés manu militari de l'hémicycle. Le projet est adopté et immédiatement promulgué par le président de la République. Mais l'opposition ne baisse pas les bras et saisit la Cour suprême pour annulation. Peine perdue. Ce 18 avril, la haute juridiction a validé le projet de réforme constitutionnelle. Le président Yoweri Museveni franchira-t-il véritablement le pas en 2021? Voudra-t-il briguer un 6e mandat? Avant d'en parler, écoutons ce qu'en dit le philosophe et analyste politique Franklin Nyamzi. Il faut dire que Yoweri Museveni a construit sa manière de penser sur 3 socles idéologiques qui m'amènent à penser qu'il aura tendance à vouloir exercer le pouvoir à vie à la tête de l'Ouganda. Le premier socle idéologique, c'est la doctrine révolutionnaire du socialisme africain. Museveni est un héritier de la pensée d'un Julius Nyerere, bref, d'une certaine gauche marxiste, en particulier communiste ou socialiste africain, qui estime que la révolution des pauvres étant une cause permanente, celui qui dirige le mouvement de libération des pauvres, celui qui dirige le mouvement d'émancipation sociale, en quelque circonstances que ce soit, est légitime pour exercer le pouvoir tant que la domination de classe persiste. Ça, c'est le premier socle de Museveni. Le deuxième socle de Museveni, c'est le socle géostratégique, géopolitique. C'est quelqu'un qui a assis son pouvoir en Ouganda sur des alliances stratégiques avec d'autres leaders sous-régionaux. L'alliance, par exemple, entre l'Ouganda de Museveni et le Rwanda de Kagame en est une bonne illustration, d'autant plus c'est une alliance qui est née dans des pratiques de lutte d'accès au pouvoir, de lutte de libération commune. Kagame et le FPR étant constitués, en tout cas pour l'élite, d'officiers issus de l'armée de résistance de Yoweri Museveni qui renverse Milton Obote au milieu des années 80 et installe effectivement ce pouvoir. Donc, Museveni a une dimension géopolitique qui fait qu'il peut s'appuyer sur des alliés sous-régionaux, que ce soit du côté tanzanien, que ce soit du côté zimbabwéen, que ce soit du côté sud-africain, que ce soit du côté namibien, que ce soit du côté angolais même, que ce soit notamment du côté rwandais. Il a l'assurance de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de relais sous-régionaux, sans oublier le fait qu'il est l'homme stratégique des États-Unis dans cette sous-région depuis plusieurs années, s'étant converti à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international à la bonne heure, avant la chute du mur de Berlin. Et puis, il y a un troisième fait qui est important, c'est que Museveni a construit son pouvoir sur le modelage même de l'opposition. L'opposition, notamment avec quelqu'un comme Besigye, est constituée de personnels politiques qui sont passés par le moule moussevénien.
Kawin Maïzo, très rapidement, je l'ai dit, vous êtes de la RDC l'Ouganda et c'est votre voisin. Mercredi 20 février 2019, le mouvement de résistance nationale, c'est le parti du président Yoweri Museveni, a validé la proposition qui l'autorise à briguer un 6e mandat en 2021. C'était lui à la manœuvre, franchira-t-il le pas? Ben, si l'on regarde l'histoire, comment il est arrivé au pouvoir, pourquoi il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait comme projet, hein? Ce n'est pas seulement le projet de diriger l'Ouganda, il avait aussi un deuxième projet de fédérer tous les États de la Corne d'Afrique, une dizaine d'États, sous la domination de la minorité Tutsi et faire une espèce d'empire, ce qu'ils appellent l'empire Imatuti. Oui. Et ce projet n'est pas allé au bout. Donc il ne reste pas que par rapport à l'Ouganda qui renaît. Il y a le pétrole qui vient d'être découvert. Il ne reste pas que par rapport à cela, mais il reste par rapport à un énorme projet qu'ils ont mis en place depuis de longues années, difficile à concrétiser parce qu'il y a des résistances. Oui. Et c'est par rapport à ces projets qui connaît le mieux parce qu'il a dévoyé le projet de Julius Nyerere, oui, qu'il va franchir les pas pour... Mais il sait maintenant que ce projet est irréaliste. Il n'est pas interdit de rêver. Il sait que c'est irréaliste, mais ceux qui sont derrière lui, les services secrets britanniques et les services secrets américains, il a bénéficié de 2 programmes, hein, l'IMET, le programme militaire américain. Oui. Bon, voilà. Ceux qui sont derrière lui, qui les soutiennent, y compris la Banque mondiale, bien sûr, le FMI également. Ouais, qui les soutient, on reviendra, on parlera de ça. Ceux-là ne lui ont pas dit « Oh là, stop !» Oui. Il croit être légitime pour continuer son projet, même si physiquement, l'âge qu'il aura plaide dans sa défaveur. Alors rappelons quand même qu'officiellement, il a 74 ans maintenant, mais il semblerait qu'il aurait diminué son âge pour pouvoir se représenter la 5e fois. C'était donc en 2016, très rapidement. Maître Nzamba, il fait changer la Constitution. Et son opposition, nous l'avons vu, j'ai rappelé le contexte dans lequel cette réforme a été votée, a été adoptée en tout cas, et pas l'Assemblée, en tout cas pas le Parlement ougandais en 2017, et puis immédiatement promulguée par le président de la République. L'analyste politique Franklin Nyamzi l'a rappelé, l'idéologie marxiste. Quelle est cette façon d'être pris ou porté par sa propre idéologie au point de penser qu'il n'est plus possible que son pays obtienne l'alternance? Quel est son but au-delà du rêve dont vient de parler Kawin Maïzo? Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où je m'en tiens un peu à la description qu'a fait M. Nyamzi, oui. À partir du moment où on a pour socle idéologique déjà le marxisme, hein, à la base, oui. Parce que vu un peu son parcours, parce que pour comprendre un homme politique, il faut comprendre déjà son parcours, il faut comprendre là les ressorts du personnage, voilà, sa vie politique, exactement, son parcours politique. Exactement. À partir du moment où on a été longuement baigné par le marxisme, et on sait que dans le marxisme, on sait bien que le pouvoir est au bout du fusil, hein. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'y a pas une dévolution pacifique du pouvoir, sauf au sein du parti. Et même au sein du parti, la crise, en fait, quand il y a une crise au sein du parti, la crise est souvent réglée par la violence, parce que qui contrôle, il ne faut pas oublier que Mugabe, à un moment donné, il a été quand même celui qui était le patron des services de renseignement sous Obote, à une époque. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise l'appareil sécuritaire absolu, absolument de l'Ouganda, et donc c'est quelqu'un qui, dans son esprit, c'est le rapport de force qui prime. Parce que tout son parcours politique, c'est un parcours de rapport politique, mais violent. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se dire que quand il s'est présenté pour la première fois contre le président Obote et qu'il a été battu, mais le président Mugabe, le président Yoweri Museveni n'a jamais accepté cette défaite. Il s'est replié, il a formé une rébellion, il est parti en guérilla. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa culture politique, puisqu'il s'agit de culture politique, dans sa culture politique, c'est la dévolution du pouvoir ne se fait pas de façon pacifique, voulue par le peuple, comme on le souhaiterait. Il faut qu'il y ait un rapport de force violent, malheureusement. Alors cette violence peut se passer par la rue, par des soulèvements populaires, ou encore par les armes, par les affrontements. Mais en tout cas, c'est pas par une volonté éclairée d'un homme politique doté d'une capacité d'être un homme d'État, qui comprendrait qu'il a fait le nécessaire pour son pays et qu'il doit passer le témoin. Parce que il faut dire, voilà, parce que
parce qu'il a fait la guérilla, etc. Donc il y a cette culture politique de violence qui même au temps où tout paraît être pacifié ou calme, mais cette culture est toujours là. Donc pour finir, moi je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le président Museveni de lui-même et de façon démocratique, parce que quand dans son propre parti politique l'a désigné comme successeur, c'est-à-dire que lui, il a eu le mandat de son parti pour se représenter. Oui. Donc c'est pour dire qu'il y a un échec. Le président Yoweri Museveni nous démontre par là l'échec de son propre politique parce qu'il est incapable, durant son règne, de générer des profils de personnes susceptibles de le succéder. Donc c'est un échec. Ce que dit Brice Nzamba, Maître Brice Nzamba, est très intéressant pour comprendre la psyché du personnage. On voit là une conception à la Castro, une conception du pouvoir à la Fidel Castro, au point de rester insensible à l'évolution du temps. Je crois qu'il faudrait nuancer les propos de l'analyse du professeur Nyamsi pour deux raisons. La première, Zhou Enlai, Gandhi et Nyerere n'ont jamais été marxistes ni communistes. Ce sont les premiers sociodémocrates que l'Afrique, pas l'Afrique, que les pays... Ils se revendiquaient comme tels, en tout cas, quand même. Que les pays moins avancés ont connu. Je renvoie chacun à lire les accords de Bandung. Les accords de Bandung, c'est ni plus ni moins que la social-démocratie que l'on voit aujourd'hui. C'est quoi? C'est dire aujourd'hui, pour les pays moins avancés en développement émergent, il n'est pas question de faire du suivisme pour le libéralisme, il n'est pas question de faire du suivisme pour le communisme, mais de trouver une voie médiane qu'il a appelée d'ailleurs la résilience. Oui, mais là, on le mettait en contexte, c'est-à-dire nous sommes dans les années 80. Non, je veux nuancer les propos de l'analyse de mon confrère, le professeur Nyamsi, sur Nyerere. Il n'a jamais été marxiste, jamais. Dans les faits, vous voulez dire au moins idéologiquement, il le proclamait. Idéologiquement. D'accord, ok. Idéologiquement. On lui a collé cela, comme on l'avait fait avec Lumumba. Voilà. Mais si on regarde la dans le discours, c'est-à-dire qu'il faut voir en fait en ce qui concerne le marxisme. En termes idéologiques, je me permets de vous le rappeler. En termes idéologiques, une idéologie, qu'est-ce que c'est une idéologie? C'est un corpus de pensée et d'action qui vous permet de vous positionner dans une voie. On est d'accord. À partir du moment où on dit, où Nyerere dit, pas Nyerere, Gandhi, Zhou Enlai, Nyerere pour les Africains, disent il ne faut pas se positionner à l'ouest ou à l'est. Oui. Mais c'est-à-dire que vous faites bien de préciser. Le non-alignement, c'est quoi? C'est-à-dire que dans le campus, c'est très important. Il faut voir le jeu des alliances. Il ne faut pas oublier que le président égyptien de l'époque, Gamal Nasser, qui était non aligné aussi, avait des alliances avec l'URSS à l'époque quand il le fallait. Quand il le fallait dans sa crise, contre l'État d'Israël et contre ce que je veux dire, c'est qu'il y a le positionnement de non-alignés, mais il faut voir dans la réalité politique des alliances, là où les gens allaient puiser leur force et leur énergie et leur logistique. Ce qui faisait danser les gens à Kampala, quand il prenait le pouvoir, c'est l'idée que je suis arrivé pour combattre la pauvreté, pour sortir de la misère, pour vous assurer l'indépendance. Je suis le garant de la stabilité et de l'indépendance. Je suis contre les luttes, je suis contre les dominations, toute forme de domination. Je veux l'égalité. Mais même sur le plan de l'idéologie, il ne faut pas oublier, excuse-moi Richard. Oui, allez-y très rapidement. Il ne faut pas oublier que le marxisme, c'était l'objectif final. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut passer par le socialisme. Et il n'est pas le seul. Il faut passer par le socialisme d'abord, avant de finir au marxisme. Et aucun État au monde n'a été communiste. Aucun. Même pas l'URSS. Aucun. Donc, en fait, quand on parle d'idéologie, on vise une société idéale que souvent on n'atteint pas. C'est ça. Bon, alors on peut se tromper sur, si vous voulez, on peut nuancer, si vous voulez, la conception idéologique chez l'homme. Mais rappelons quand même que dans la foulée, on est dans les années 80, mais vous avez dans d'autres pays du continent, d'autres chefs d'État, les Sankara, les Mathieu Kérékou, qui parlaient du socialisme scientifique guidé par le marxisme et le léninisme. Donc c'était effectivement un vent, cette idéologie était un vent qui soufflait sur le continent. Mais l'autre aspect que Franklin Nyamsi à soulever, et c'est peut-être important de s'y attarder, il n'y a pas d'opposition véritable qui ne soit passée par le moule Museveni. Ça veut dire quoi? Il a façonné lui-même sa propre opposition à sa mesure.
Alors là, c'est justement là où il se trompe. Encore une fois. Il se trompe une fois. Allez-y. Tous les pays, enfin pas tous les dirigeants et leaders de toute l'African Est Community, la SADC, l'IGAD et puis le COMISA, ont pour moule la Tanzanie et principalement Nyerere. D'accord. Ils ont été armés idéologiquement, militairement, économiquement et politiquement. La difficulté qui s'impose à ces différents leaders, c'est qu'ils sont passés d'une idéologie à une autre. Ils sont passés de la social-démocratie à l'ultralibéralisme. Oui. Sans qu'il y ait entre les deux, je dirais, une approche progressive permettant aux pays, aux différentes communautés, aux territoires de pouvoir s'adapter. Mais comment vous analysez la longévité politique de Yoweri Museveni? Qu'est-ce qui, pour vous, explique sa longévité politique? Une seule arme, la peur, la force. Oui. Parce qu'il y a 3 éléments dont on ne parle pas. Allez-y très rapidement. L'Ouganda est le siège de 4 grandes bases. L'African Corps a la plus grande base en Ouganda. Oui. La CIA a la plus grande base en Ouganda. Dans la sous-région. Voilà. Le Mossad a une base en Ouganda. Le MI6 a une base en Ouganda. Et si vous couplez ces 4 bases, plus ces Chinois qui y sont depuis une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Depuis une dizaine d'années, vous avez là le terreau sur lequel se fondent la longévité politique, l'influence, la puissance et la force de Museveni. Kevin Maizo, j'ai rappelé le vent de révolte qui souffle aujourd'hui sur le continent contre les longs règnes. On peut dire que l'homme a réussi à ne pas attirer les projecteurs sur lui. Les Ougandais ne se soulèvent pas par masse comme on le voit ailleurs. Qu'est-ce qui est encore là, une fois, fait effectivement qu'ils ne rencontrent pas une forte résistance, en tout cas une désapprobation sociale et politique? Mais c'est facile à expliquer. Déjà que lorsqu'il a quitté la Tanzanie, il a été formé et par les MI5 à l'époque et par la CIA. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils se sont arrangés pour qu'il ait cette longévité. Clinton l'a qualifié. Clinton l'a qualifié, par exemple, de dirigeant de la nouvelle génération africaine. La Banque mondiale est venue à la rescousse économiquement. Chaque fois qu'il étouffait l'opposition, les Occidentaux regardaient très loin, on continuait à l'encenser. John Garang est allé le voir. À son retour, il en est mort sans qu'il y ait eu d'enquête. On sait que l'hélicoptère a été trafiqué chez lui. Il pille la République démocratique du Congo. Là, il y a même des contrats pétroliers dans les lacs Albert, exploitant même une bonne partie du pétrole congolais. Mais comme la société Tuloil est derrière, tout le monde applaudit. Et je vais vous rappeler juste un fait qui paraît anodin. Lorsque le Parlement ougandais a pris une loi contre l'homosexualité, les sanctions sont tombées immédiatement. Mais avec cela, le silence est très assourdissant. L'homme symbolise quoi pour ces puissances que vous citez? Qu'est-ce qui symbolise? Quel est l'enjeu autour de ce personnage aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique? C'est parfait domestique qui s'y connaît, formé sans état d'âme. Il a été formé au niveau du Frélimo, il a été formé sur place en Ouganda, il a connu tous les services de renseignement, il connaît les services de renseignement occidentaux, il a formé Paul Kagame et Fred Rwigema. C'est lui qui a trafiqué tous les noms pour les envoyer en formation aux États-Unis. Et on avait besoin, la formation militaire qu'ils ont eue, c'était la formation militaire de former des, je suis désolé de le dire, mais des sauvages, des tueurs à un niveau. Et ces gens sont en train de faire leur boulot dans la région, depuis le Sud-Soudan jusqu'en République démocratique du Congo. Donc sa longévité et toute la propagande économique qu'on fait autour de lui, c'est parce que c'est le parfait domestique, l'homme qui fait un boulot pour les Occidentaux. Bien sûr, pour tout nuancer, sur le plan économique, on vient d'un pays qui était très instable. Oui, on parlera dans la deuxième partie, là, effectivement, des performances économiques de l'homme Brice Nzamba.
c'est l'illustration, Yoweri Museveni, c'est le président Museveni, c'est l'illustration du deux poids, deux mesures de la communauté internationale. J'entends des Occidentaux, finalement, les droits de l'homme, on les met de côté quand les grands enjeux géopolitiques oui, mais en fait, l'exigent. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les droits de l'homme, ça participe en fait à une vision du monde. Hein. En fait, c'est un outil qui est au service des grandes puissances. En général, en ce qui concerne la conduite de la politique internationale, c'est un outil qui sert en fait à mettre de points à des dirigeants qu'on souhaite récompenser ou à des dirigeants qu'on souhaite sanctionner. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment pas toujours de façon objective. C'est toujours pas de façon objective. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples. Hein. Je peux passer beaucoup de temps à citer des chefs d'État qui ne sont pas du tout exemplaires. Je parlerai même du Congo-Brazzaville. Il y a des hommes politiques qui sont emprisonnés dans des conditions extraordinaires, des audiences qui ont eu lieu dans des conditions où les droits de la défense n'ont pas été respectés, mais personne n'en parle. C'est-à-dire qu'aucun dirigeant de la communauté internationale n'est monté au créneau, moins encore l'Union européenne. L'ONU vient d'en parler un tout petit peu. Donc c'est pour dire que les droits de l'homme, c'est un outil de politique internationale. Voilà. Quand on a voulu en finir avec Saddam Hussein, on a parlé des droits de l'homme. Chaque fois qu'il y a une en Libye, c'était pareil. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut en finir avec un dirigeant qui ne marche plus droit, dans le cadre des intérêts des puissances de ce monde, on utilise cet outil. Et aussi pour l'Ouganda, on vous laisse tranquille. Voilà, pour l'Ouganda, moi je pense que le président Museveni, c'est un élève discipliné de l'ordre actuel. Est-ce qu'il ne faut pas quand même nuancer, parce que l'homme affiche quand même une intelligence remarquable. Il ne torture pas véritablement. On s'est dit, on n'a pas. Mais c'est quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un qui a des scènes de violence dans les rues de Kampala. C'est quelqu'un. C'est la propagande de la presse occidentale. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des États dont on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y a pas de torture qui s'y passe. Je propose alors. Voilà, on marque une courte pause, on revient tout à l'heure dans quelques minutes en parler. À tout de suite.